Est-ce que ça paye bien le métier d'analyste quantitatif en risque? Est-ce que ça paye bien? Oui, ça paye bien. Là, même pour la petite anecdote, en école d'ingé, en fait, chaque année, l'école réalise une enquête d'insertion auprès des anciens élèves. Et donc, voilà, le taux d'insertion, les différents types de métiers embrassés et aussi le niveau de rémunération. Et je pense que depuis toujours, ça a toujours été justement gestion des risques et plus spécifiquement ceux qui travaillent dans la banque ou l'assurance, en tout cas tout ce qui se rapporte à la finance. Entre ta formation à l'ENSAE et celle de l'ENSAI, laquelle t'a plus doté des compétences nécessaires que tu utilises dans ton boulot aujourd'hui? Pour moi, c'est une tout. Dakar m'a donné les bases que je suis venu consolider ensuite à Rennes et voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Béranger Guédou, je suis cofondateur et CEO de Datacori. Bienvenue dans ce podcast où nous invitons justement les profils seniors, les profils tech lead, les profils experts dans différents corps de métiers afférents à la data pour partager leur expérience et nous inspirer. Donc aujourd'hui, on reçoit un profil très brillant. Alors là, je vous le dis d'avance parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître personnellement. Et donc, sans plus tarder, allons à sa rencontre. Mais avant, je vous demanderai de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne, de partager à votre entourage afin de nous rendre encore plus visibles sur les réseaux. Donc, allons à la rencontre de notre invité. Saviez-vous que trouver un travail devient de plus en plus difficile pour les juniors data engineers et data analystes? Il y a toujours une demande croissante dans ces métiers, mais les entreprises préfèrent des profils beaucoup plus qualifiés que par le passé. Et si cette difficulté devenait pour vous une opportunité? Avec les bootcamps Data Engineer et Data Analyst dispensés par Datacori, en tant qu'alternante, j'ai pu monter solidement en compétences et avoir la sérénité nécessaire pour décrocher mon premier contrat en CDI. Avec des cours 100% en ligne et des exercices concrets, j'ai pu maîtriser les compétences recherchées dans la data, du traitement des données et des développements des pipelines. Alors, prêt à franchir ce pas comme moi? Cliquez pour prendre rendez-vous avec un conseiller et découvrir comment cette formation peut transformer votre carrière. Bonjour Teiko. Bonjour Béranger. Bienvenue dans ce podcast. Merci de m'inviter. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Oh, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Alors, j'espère que tu n'es pas trop stressé. Bon, c'est mon premier tournage dans un studio, donc ça va. Ne sois pas stressé. Il n'y a que nous et le public. En tout cas, on ne va pas te manger. Donc, commençons. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour nos invités qui n'ont pas la chance de te connaître? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Teiko Kadaji. Je suis analyste quantitatif en risque de crédit et ingénieur statisticien de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait plus data scientist, mais bon, je préfère le bon vieux français, donc ingénieur statisticien de formation, et j'ai globalement 8 années d'expérience dans le domaine du risque de crédit, donc de la gestion quantitative du risque de crédit. Et voilà, durant ces 8 années, j'ai occupé quand même différents postes dans différentes institutions, à la fois comme consultant dans un Big Four, et ensuite je suis passé en interne dans différentes banques, Crédit Agricole, PSA Banque pour ne pas les citer. Et depuis 2 ans maintenant, je suis encore repassé en consulting, donc je reviens à mes premiers amours et plutôt en tant que freelance. Donc voilà un peu mon parcours, bref. Ok, parcours très riche. Mais du coup, tu es aujourd'hui analyste quantitatif. C'est quoi un analyste quantitatif? Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, ce métier? Oui, donc analyste et surtout, comment tu es devenu analyste quantitatif? Ok, donc je vais prendre la première partie de la question. Donc, analyste quantitatif, risque de crédit, parce que moi je suis assez spécialisé en risque de crédit. Donc, c'est quelqu'un qui a un profil matheux, stateux,
et aussi un peu d'informatique, donc qui va principalement travailler dans les directions des risques des banques et qui va aider la banque à mesurer, quantifier les différents risques auxquels elle est exposée et ensuite voilà, prendre des mesures appropriées pour couvrir ces risques-là. Donc, bon, on aura après le temps de revenir dessus. Et puis après, la deuxième partie de la question, c'est comment j'ai... Comment je suis devenu analyste quantitatif. Bon, c'est assez simple. Hein. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, d'abord, j'ai fait une école d'ingénieur donc, de statistique, l'ENSAI. Et en dernière année, en fait, on doit choisir une voie de spécialisation. Donc, il y avait plusieurs voies de spécialisation. Moi, j'ai choisi la voie gestion des risques bancaires et ingénierie financière à l'époque. Je pense que là, actuellement, ça a changé de nom. Justement, ils ont raccolé un préfixe data science pour être un peu dans l'air du temps. Donc, moi, j'ai fait cette spécialisation-là. Après, pourquoi je l'ai faite? Parce que naturellement, j'avais un penchant pour tout ce qui s'approchait de la finance, de la banque, pour l'image de prestige qu'on a un peu. Et aussi, moi, c'était dans mon école, c'était, je pense que c'est toujours le cas, la voie de spécialisation la plus prisée, en fait, donc un peu la plus prestigieuse. Tout le monde, en tout cas presque tout le monde et surtout les meilleurs essayaient d'intégrer cette voie de spécialisation-là. Donc, je me suis dit, voilà, c'est ce que je vais faire. Et voilà, donc j'ai embrassé j'ai fait cette spécialisation. Et donc, tout naturellement, à la fin, j'étais opérationnel et destiné à travailler dans la gestion du risque de crédit. D'accord. Donc, voilà. D'accord, super. Et j'ai vu qu'avant de venir à l'ENSAI, l'ENSAI c'est à Rennes. Oui, c'est ça, oui, c'est à Rennes. Donc, avant de venir à l'ENSAI, j'ai vu que tu as fait, quand même, tu avais un cursus statistique avant à Dakar, c'est ça, l'ENSAE. Oui, l'ENSAE, Dakar, oui. Entre ta formation à l'ENSAE et celle de l'ENSAI, laquelle t'a plus doté des compétences nécessaires que tu utilises dans ton boulot aujourd'hui? Naturellement, la dernière partie de ma formation, donc la formation à l'ENSAI, puisque c'était, j'ai passé 2 ans à l'ENSAI et la dernière année était vraiment orientée spécialisation en gestion des risques de crédit. Donc, voilà, naturellement, je dirais la formation de l'ENSAI, parce que c'est là que j'ai quand même appris pas mal de notions effectivement assez poussées, mais qui étaient aussi pratiques via les différents projets qu'on a eu à faire et donc qui m'ont permis ensuite de vite me sentir à l'aise dans mon domaine une fois que j'ai commencé à travailler. Mais après, sur la partie avant, ma formation à Dakar m'a quand même donné les bases qui m'ont permis d'intégrer ensuite l'ENSAI et de réussir ma formation à l'ENSAI. Donc, voilà, c'est un tout pour moi. Pour moi, c'est un tout. Dakar m'a donné les bases que je suis venu consolider ensuite à Rennes et voilà. Très intéressant. Petite parenthèse, est-ce que ça paye bien le métier d'analyste quantitatif en risque? Est-ce que ça paye bien? Oui, ça paye bien. Là, même pour la petite anecdote, en école d'ingé, en fait, chaque année, l'école réalise une enquête d'insertion auprès des anciens élèves. Et donc, voilà, le taux d'insertion, les différents types de métiers embrassés et aussi le niveau de rémunération. Et je pense que depuis toujours, ça a toujours été justement la filière gestion des risques. Et voilà, après plus spécifiquement, ceux qui travaillent dans la banque ou l'assurance, en tout cas, tout ce qui se rapporte à la finance. Donc, même des gens qui font peut-être d'autres filières, genre marketing quantitatif,
qui, à la fin, vont travailler en banque, je pense que oui, ils sont mieux payés. Ils sont, oui, bon, après, généralement mieux payés. Mais bon, après, le métier de data scientist, je pense, peu importe la branche, le secteur dans lequel tu travailles, je pense que tu es quand même bien payé. Si tu dois comparer à la population globale. Ouais. Tu es ingénieur, voilà, tu fais en plus un métier qui est très, très demandé et qui a le vent en poupe là, encore maintenant et pour voilà, les années qui viennent encore. On va parler d'IA, de machine learning, tout ça. Mais voilà, voilà, globalement, le métier de data science, je trouve que ça paye bien, oui, et spécifiquement, oui, le métier d'analyse quantitatif paye encore un peu plus. Ok. Donc, on ne se plaint pas. Ça rentrait dans les paramètres de choix de la carrière? Oui, honnêtement, oui. Pour pas faire de, oui. Pour pas faire de langue de bois, oui. Ouais. Bah, super. Et donc, du coup, dans ton métier d'analyse quantitatif en risque, à quoi ressemble une journée type et les modélisations statistiques, combien de pourcentage elles représentent dans ta journée type ou dans ta semaine type? Bonne question. Alors, je dirais que il y a pas forcément de journée type. On peut trouver des similitudes, mais après, le métier d'analyse quantitative, c'est quand même vaste. Dit comme ça, voilà, on peut se dire que c'est juste quelqu'un qui est derrière son PC, qui fait ses calculs, mais c'est assez vaste. Et aussi réglementé. Donc, typiquement, il y a des équipes donc, qu'on va appeler les modélisateurs. Et dans le jargon, entre nous, on se dit la ligne de défense 1. Donc, ça va être ceux qui vont faire les modèles de A à Z, qui vont aller chercher les données, les cleaner, faire le modèle, rédiger la documentation, et puis voilà. Et ensuite, il y a une autre équipe qu'on appelle la ligne de défense 2, la deuxième ligne de défense, donc qui en gros, c'est les validateurs. Donc, qui vont valider maintenant le travail des modélisateurs. Donc, qui vont reprendre tout ce qui est test, tout ce qui est hypothèse du modèle, vérifier que le modèle est conforme à la réglementation, que ça respecte différents points de la réglementation. Et donc, quand on se retrouve, tout ça pour dire que quand on se retrouve dans l'une ou l'autre des équipes, le quotidien peut un peu changer. Donc, par exemple, quand on est en validation, on va passer beaucoup de temps, donc de façon, on parlait de journée type, donc on va passer beaucoup de temps à lire la documentation, donc les modèles que les modélisateurs ont estimés et puis ont livrés. Donc on va passer beaucoup de temps à lire la documentation, un peu de temps à tester, à rentrer dans le code et à relancer ce que les modélisateurs ont fait, d'une part pour s'assurer que entre ce qui est écrit, parce que ça peut arriver aussi, entre ce qui est écrit dans la documentation et ce qui est vraiment implémenté dans le code, que c'est vraiment la même chose. Donc il y a toutes ces vérifications-là à faire, mais beaucoup de documentation pour comparer ce qui est écrit, ce qui est fait avec ce que la réglementation dit. Donc quand je parle de réglementation, c'est typiquement BAL, donc les normes baloises, BAL 2, BAL 3, ou aussi les normes de provisionnement, donc IFRS 9. Okay. Donc ça va être beaucoup de documentation, de l'étude de documentation pour s'assurer qu'il n'y a pas un gap. Entre... Ça dans la ligne de défense 2. Oui, ça c'est dans la ligne de défense 2. Et ensuite, au niveau des modélisateurs, donc là, pareil, je dirais, alors une semaine typique, ou en tout cas un projet typique, ça va être beaucoup de data, parce que, c'est bien de faire les modèles, mais garbage in, garbage out, quoi. Donc, si tu mets de mauvaises données dans ton modèle, c'est sûr qu'à la fin, tu auras de mauvais résultats ou des trucs qui font pas sens. Et donc, moi, de mon expérience, et puis aussi de
que j'ai pu voir autour de moi, c'est voilà, quand on est en modélisation au niveau de la ligne de défense 1, on va passer beaucoup de temps à nettoyer les données, à aller les chercher. Des fois, ça dépend du périmètre. Donc, généralement, sur le retail, donc le retail, ça va être toi et moi, les clients particuliers comme toi et moi. Là, on a beaucoup de données. Il n'y a pas trop de... Voilà, on a beaucoup de données en termes de volume. Et ensuite, bon, après, il faut quand même checker un peu la qualité. Mais du coup, pour les chercher, je me permets, pour les chercher, c'est une requête SQL ou une requête SAS? Et c'est quoi le fichier de cette donnée en sortie? C'est des CSV? Comment ça se passe? Oui, bon, en banque, on utilise beaucoup SAS, comme tu l'as évoqué. Après, dans SAS, voilà, tu peux faire des procs SQL dans SAS pour requêter sur tes bases de données et puis faire tes extractions et ensuite faire tes différents contrôles, tes différents checks. Voilà, vérifier la distribution de telle variable, faire des corrélations pour vérifier si telle ou telle hypothèse est vérifiée. Mais oui, ça va être du SQL dans SAS pour requêter principalement. Et puis après, voilà, les modèles, bon, beaucoup de SAS aussi et un peu de R et du Python aussi qui commence à venir maintenant. D'accord. Et aussi du Dataiku, DSS, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, je travaille sur ma dernière mission là. Mais voilà, globalement, c'est ça. Je ne sais pas si finalement j'ai répondu à la question type, mais voilà, en gros, ça va être beaucoup de data cleaning pour le modélisateur. Voilà, ensuite, une fois que tout est bon, après le modèle, ça déroule rapidement, généralement après. Et puis à la fin, il y a aussi toute une phase quand même de rédaction du rapport, de tout ce que tu as fait pour l'envoyer ensuite à la validation qui va valider. Ok, super. Alors du coup, comment arrive-t-on à trouver l'équilibre entre les méthodes statistiques et les recommandations qui sont plutôt réglementaires, BAL2, BAL3? En gros, comment est-ce que on les intègre correctement, ces réglementations-là, dans les modélisations statistiques? Donc, si on prend BAL3 par exemple, en gros, ce que BAL3 te donne un peu le cadre, va te donner un certain cadre. Typiquement, si on parle de la notion de défaut, donc bon, c'est le métier de la banque, c'est d'octroyer des crédits aux gens. Donc, dans la plupart de ce qu'on fait, ça va se résumer à quantifier, par exemple, le risque de défaut des contreparties sur les crédits qu'on leur octroie. Donc, BAL va dire, par exemple, la notion de défaut, comment on définit le défaut. Donc, BAL va donner beaucoup d'éléments et va donner le cadre sur comment on définit ce défaut-là. Donc, il y a tout un document, je pense qu'il doit faire peut-être 50 pages, tu vois, qui définit clairement comment on définit un défaut balois. Et donc, c'est une fois que tu lis cette documentation, tu es censé du coup intégrer ça et puis essayer de voir si toi, dans tes bases de données, tu as tous les éléments que la réglementation te demande d'avoir. Donc, est-ce que tu as toutes les variables qui vont te permettre, in fine, de définir le défaut pour que ce soit vraiment bien, que ça matche correctement avec cette notion de défaut-là. Et ensuite, derrière, voilà, tu déroules avec ton modèle statistique. Mais en termes de relation entre modèle stat et réglementation, voilà un exemple concret. Quoi. Donc, c'est vraiment un cadre global que la réglementation met en place pour que, si par exemple, la Société Générale dit voilà comment moi je définis le défaut, il ne faut pas que Crédit Agricole ou bien BNP disent voilà, une autre définition du défaut. Ouais. Donc, c'est sur ces éléments clés que je dirais peut-être les inputs, voilà, quelques inputs macro. C'est sur ces éléments-là que la réglementation travaille pour s'assurer quand même qu'on a une uniformité et puis une harmonisation sur les notions qu'on modélise après. D'accord. Voilà.
très intéressant. Je pense que, tu vois, dans les pays, par exemple, où la réglementation n'est pas encore très forte sur de la modélisation, par exemple, pour l'octroi ou le recouvrement de crédit, je pense que le piège, c'est que chacun a tendance à définir le défaut de la manière qui est, enfin, qu'il estime par rapport à son business à lui. Et du coup, on n'a pas une notion de défaut global, uniforme pour tout le monde. C'est sûr, oui. Ouais. Intéressant. Et du coup, dans on va dire ce monde de risque de crédit, d'accord, quels sont les types de modèles, tu vois? Par exemple, là, je t'ai parlé de modèles d'octroi, je t'ai parlé de modèles de recouvrement, mais quels sont les différents types, si par exemple, je mets en place une direction de risque, quels sont les différents types de modèles que cette direction de risque doit implémenter pour recouvrir tout le cycle de vie du risque en général? Vaste question. Quels sont les types de modèles? Les types statistiques. Oui, enfin, quand tu dis les types de modèles, bon, là, je vais d'abord faire, il y a tout ce que la réglementation demande. Donc, typiquement, ça va être, on parlait tout à l'heure, la probabilité de défaut des clients. Une fois que les clients sont en défaut, il faut aussi pouvoir estimer le niveau, en tout cas le pourcentage de pertes qu'on espère sur ces individus qui sont tombés en défaut là. Après, il faut aussi pouvoir estimer le niveau juste, le montant où, voilà, je schématise, hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire le niveau global auquel la banque est exposée pile au moment où la contrepartie tombe en défaut. Donc aujourd'hui, par exemple, on est là aujourd'hui, tout se passe bien, tu es client chez BNP. Ouais. Voilà, tout se passe bien, tu as un crédit, tout se passe bien, mais derrière, à ton ID, il faut que la banque associe, ça c'est la réglementation qui le demande, il faut que la banque associe une notion de probabilité et de défaut. Donc, en gros, c'est la probabilité que tu fasses défaut d'ici 12 mois. D'accord. D'ici 12 mois. Et se dit aussi, voilà, aujourd'hui, tu as un crédit de, je ne sais pas moi, 10 000 euros avec eux. Le montant qui reste à payer aujourd'hui, au moment où ils sont en train de faire leur estimation, c'est peut-être 8 000 qui reste à payer. Mais rien ne dit que ça sera toujours ces 8 000 là, tu vois. Donc, peut-être que tu vas tomber en défaut au bout de 8 mois. Et à ce moment-là, le montant qui sera en risque, on va dire, ça sera peut-être, je ne sais pas, 6 000 ou voilà, 7 000. Donc, tout ça, c'est des calculs à faire. Donc, c'est la probabilité que tu fasses le défaut. Du coup, ensuite, la probabilité que je fasse le défaut aujourd'hui pour dans 12 mois, c'est ça? Non. On est aujourd'hui et on se dit, dans 12 mois, ça c'est la réglementation cette notion de 12 mois, cette fenêtre de 12 mois, c'est la réglementation qui l'impose. On se dit, dans 12 mois, on essaie de voir si il y a une forte chance ou pas que tu fasses défaut. Tu vois, d'ici 12 mois. D'ici 12 mois. D'ici 12 mois. Donc, ce n'est pas un modèle pour 1 mois, 2 mois, jusqu'à 12 mois. C'est l'horizon auquel on regarde, c'est vraiment 12 mois. Oui, c'est bon. Là, on est dans le cadre balois. Dans le cadre balois, on parle de 12 mois. Ensuite, parce que BAL, en gros, c'est quoi la philosophie derrière? C'est que BAL permet d'estimer les pertes inattendues. Donc, il y a toute la réglementation baloise, c'est pour, in fine, pouvoir estimer le niveau de perte inattendue et ensuite le niveau de fonds propres, que la banque doit mettre en face pour pouvoir couvrir les risques auxquels elle fait face. Donc, et puis il y a un ratio, il y a un ratio de solvabilité, donc
que toutes les banques doivent avoir. Il y a un minimum, en fait, où on se dit, voilà, ça c'est la réglementation qui le dit, 8%. Donc, en gros, chaque banque doit avoir au moins 8% en fonds propres, doit avoir 8% de fonds propres comparé voilà, au risque pondéré auquel elle fait face. Oui. Voilà. Ensuite, donc ça c'est minimum 8%. Après, il y a des coussins supplémentaires encore pour les banques systémiques qui, si jamais elles font défaut, peuvent faire collapser tout le système, quoi. Donc ça c'est BAL. Ensuite, il y a IFRS 9, dont tu parlais aussi tout à l'heure. IFRS 9 permet d'estimer, donc d'estimer ou de calculer le niveau de perte attendu, par contre. Donc là, on va regarder non pas seulement le défaut à 12 mois, mais on va regarder aussi à 24 mois, 36 mois, en tout cas, toute la lifetime, je ne sais pas comment le dire en français, voilà, toute la durée de vie, toute la durée de vie de la créance. D'accord. Donc là, on va regarder vraiment le niveau de perte attendu sur toute la durée de vie. Mais côté balois, ça va être seulement sur 12 mois, le niveau de perte inattendu. Voilà, après, il y a des formules, il y a une formule fermée après dans laquelle on introduit, tu sais, les paramètres dont je venais de parler, la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et le niveau et le montant auquel tu es exposé. Donc, tout ça, ça permet ensuite de calculer ce qu'on appelle les risques pondérés. D'accord. Et voilà. Ok, super. Donc, tu as parlé, du coup, bon, je suppose, il y a un modèle d'octroi qu'on doit mettre en place. Tout compte fait pour savoir si j'octroie le crédit. Si tu octroies le crédit ou pas, oui. D'accord. Donc, ça, c'est des scores d'octroi. Après, voilà. Maintenant, il y a parmi les. Je suppose que les personnes se retrouvent en impayé. Il y a aussi le modèle de recouvrement. Mais est-ce que les directions de risque gèrent souvent le modèle de recouvrement ou... Oui, dans les directions de risque, en vrai, tu peux avoir un département spécifique qui est le département crédit, donc qui va s'occuper, lui, de tout ce qui est score d'octroi et puis aussi score de recouvrement. D'accord. Donc ça, c'est à part et puis c'est pas réglementé, tu vois, comme les modèles qui permettent de calculer les fonds propres. D'accord. Donc sur lesquels, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé, par exemple, et donc, oui, bien sûr, il y a des similitudes en termes de technique, mais en termes de... en fait, c'est pas réglementaire, mais la notion de défaut est définie. Donc, ta variable cible dans tes différents modèles, elle est réglementaire quand même. Oui, bon, on essaie d'aligner après, les banques essaient d'aligner un peu les notions qu'elles utilisent voilà, dans différents départements, on va dire. Donc, effectivement, oui, au niveau du score d'octroi, il y aura aussi peut-être cette notion de défaut-là. Mais après, le score d'octroi, en vrai, ça indique juste le niveau de risque que le client qui demande le crédit présente. Donc, et en fonction de ça maintenant, et en fonction du risque appetite de la banque, elle décide si elle octroie un crédit ou pas. Tu vois, donc le score d'octroi, généralement, allez, je vais schématiser, c'est codifié. Donc, vert, jaune, rouge. Donc, quand c'est vert, on te donne ton crédit directement. Quand c'est rouge, on refuse directement. Et que tu es dans la partie jaune ou orange, là, on peut, voilà, le conseiller client peut faire des analyses, peut mener des investigations supplémentaires pour savoir s'il t'octroie ou pas le crédit. Donc, le score d'octroi, ça a une philosophie un peu différente et voilà, et relié aussi à la notion de risque appetite. Donc, comme je t'ai dit là, pour savoir si on octroie ou pas, voilà, en fonction. Mon métier me lasse, oui. Après plus de 5 ans en poste dans le marketing, j'ai eu besoin d'un nouveau challenge. J'ai entendu parler de la data et de l'analyse des données. Ces compétences, en 2025, sont devenues indispensables pour les entreprises du monde entier. Je suis tombée par hasard sur le bootcamp Data Analyst de Datacorey. La formation était en ligne et pratique et avec des mentors et formateurs bienveillants. J'ai pu apprendre à transformer les données en informations stratégiques pour la prise de décision. Et devinez quoi, je viens de changer d'emploi. Je reste dans le marketing, mais les compétences data m'ont permis d'aspirer à plus et d'être plus incontournable dans mes prises de décision. Que vous soyez en poste, dans le marketing, la logistique ou dans des fonctions commerciales ou autres, cliquez sur le lien pour réserver votre rendez-vous gratuit et découvrez comment la formation peut booster votre carrière. D'accord.
Donc, niveau. octroi recouvrement, pas forcément réglementaire. Non, ça c'est pas réglementaire. Ok, d'accord. Donc, dans les modèles réglementaires, si tu dois mettre un nom sur chaque modèle et rapidement ce qu'il fait, il y a combien de modèles, de grands modèles réglementaires? De grands modèles. Alors, on va dire, allez, on va partir sur trois globalement. Donc, il y a tout ce qui est tous les modèles qui vont nous permettre de calculer les fonds propres. Donc, ensuite, il y aura les modèles de provisionnement, donc régis par les normes IFRS 9. Et ensuite... Mais fonds propres et provisionnement, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. Et ensuite, il va avoir toujours dans le cadre des normes baloises, il va aussi avoir les modèles de stress test. Donc, voilà, les modèles de stress test, eux, ils vont permettre de voir le niveau de résistance de la banque suite à un choc, un ralentissement économique. Donc, il y a des scénarios qui sont édités par l'autorité bancaire. D'accord. Et donc, les banques prennent ces scénarios-là, donc des scénarios défavorables, hein, donc ralentissement économique, hausse des taux d'intérêt, hausse de l'inflation. Et on essaie de voir via des modèles après de séries temporelles, des modèles VAR typiquement, comment ça se propage après sur les différents paramètres de risque de la banque. Et in fine, est-ce que la banque, avec son niveau de provisionnement actuel, est-ce qu'elle est capable de faire face à un gros choc économique? Donc, c'est la finalité des modèles de stress test. D'accord. Donc, voilà, globalement, je mettrai ces trois modèles-là. D'accord. D'accord. Donc, le truc de stress ces test, trois types de... Ok, donc c'est des séries temporelles. Donc, en entrée, il y a quoi? Il y a... en entrée, c'est, comme je t'ai dit, ça va être des variables macroéconomiques. Ok. Donc, stressé. Donc, typiquement, voilà, le PIB, voilà, ouais. Une régression du PIB ou une très faible évolution du PIB, le taux de chômage, l'inflation, l'évolution des taux bancaires. Et donc, tout ça, ça va être les principales variables. Et ensuite, on voit au niveau de la banque comment ça se répercute. Parce que, bon, voilà, si on est dans un environnement de forte inflation, la consommation va baisser. Peut-être que les gens vont demander moins de crédit ou même les gens vont faire plus défaut parce que, voilà, ils perdent leur boulot. Voilà. Donc, tout ça est intégré dans les modèles et derrière, on voit l'impact que ça a sur les différents paramètres de risque de la banque et in fine, est-ce que ça augmente énormément le risque? Est-ce que ça augmente énormément le risque de la banque et est-ce que le niveau de fonds propres de la banque actuelle permet de couvrir ça? D'accord. Et donc, ça, c'est des exercices voilà, qui sont menés par la BCE, en tout cas par l'autorité bancaire. Et qui fournit les données en entrée? Les données en entrée, c'est l'EBA, c'est l'European Banking Authority. D'accord. Et est-ce qu'il y a un équivalent pour l'Afrique? Est-ce qu'il y a un équivalent pour l'Afrique? Bon, je sais que de toute façon, tout ce qui est réglementation bancaire, bon, après l'Afrique, c'est 54 pays et plusieurs régions. Ouais. Donc, pour la région que moi je connais, d'où je suis originaire, la région Afrique de l'Ouest, donc UEMOA, c'est la BCEAO qui est l'autorité de tutelle de toutes les banques et c'est elle qui gère toutes ces notions-là. Après, voilà. Mais donc, fournir, tu vois, comment on obtient la donnée? On passe sur le site et on obtient la donnée ou bien il y a des API qui permettent d'obtenir la donnée? Comment on obtient la donnée? Non, en fait, c'est... et à quelle temporalité? En fait, c'est un exercice qui est mené normalement tous les 2 ans par l'autorité bancaire. Voilà, et qui dans toute la zone euro, hein, et donc qui envoie
ces inputs-là aux banques, aux directions des D'accord. risques des banques, voilà, donc qui ont les informations et qui ensuite vont intégrer ça dans les modèles, envoyer ça après. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de points dans les séries temporelles, là, genre, il n'y a pas beaucoup de data points. Non, bon, au niveau des séries temporelles, ça va être des données. Après, voilà, tout dépend, hein, mais ça peut être trimestriel, voilà, Ok. voilà. Donc, Ok. on a quand même suffisamment de données Sur pour faire, 2 ans. voilà, Ok. non, enfin, 2 ans, c'est la fréquence à laquelle le BA fait ses On doit ces réaliser missions, les stress voilà, tests, c'est ça? fait les stress tests. Ok. Tu vois, donc, tous les 2 ans. Donc là, le dernier, c'était 2023, c'était l'année dernière que le BA a fait ce stress test-là. Et donc, au niveau de l'Union européenne, les résultats sont suffisamment bons, surtout les banques françaises qui se portent très bien, qui sont bien, qui ont des niveaux de fonds propres assez suffisants, voilà, pour couvrir les risques. Voilà. Donc, ok. Donc, on a parlé des stress tests, etc. On a parlé du coup de modèle de provisionnement et le modèle de fonds propres. Oui. J'entends souvent parler de PD, LGD. C'est quoi Ouais. Enfin, PD, LGD, c'est les paramètres de risque. Ok. PD, c'est Probability of Default. Ouais. C'est juste des sigles voilà, qui viennent de l'anglais. Et LGD, c'est Loss Given Default, donc perte en cas de défaut. En gros, on peut dire, pour faire le rapprochement avec l'assurance, on parle souvent de sévérité et de... je sais plus, j'ai un blanc. Mais en tout cas, on estime la probabilité que l'événement arrive. Et une fois que c'est survenu, on va aussi estimer, voilà, l'impact, voilà, l'ampleur de... Ok, mais du coup, ça rentre dans quel type dans quel modèle ça rentre dans l'input de quel modèle? PDLGD, on les estime côté Balois et aussi côté IFRS 9. D'accord. Tu vois? La seule différence, comme je disais, la PD côté Balois, tu vas l'estimer à 12 mois. Okay. Donc, la probabilité que quelqu'un qui est sain, au moment où tu observes, que cette personne-là fasse défaut dans les 12 mois. Okay. Donc, l'occurrence du défaut, ça peut être d'ici 6 mois, ça peut être d'ici 9 mois, tu vois, mais dans les 12 mois. L'autre, c'est plus 12 mois, 24 mois, 36 mois, c'est ça? Donc, côté Balois, c'est la probabilité de défaut d'ici... la probabilité de défaut dans les 12 mois. La LGD, donc c'est la perte, une fois que la personne est en défaut, c'est la perte qu'on observe maintenant sur tout le cycle du recouvrement, vraiment tout le cycle de recouvrement. Donc, ça peut, sur les crédits conso, ça va être la durée maximale, généralement, de recouvrement, ça peut être 2 ans, 3 ans, mais sur des crédits un peu plus conséquents, type immobilier, là, la durée de recouvrement peut aller jusqu'à 5 ans, bon, tout dépend, tu vois. Donc, voilà. Ensuite, LGD, ça va être des techniques du coup, ça va être des techniques de projection des taux de recouvrement avec des techniques de chain ladder. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces projections-là en partant de ce qu'on a pu observer, donc tous ceux pour lesquels le défaut est clôturé, on se sert d'eux, on projette pour les autres pour lesquels le défaut n'est pas encore clôturé. Ensuite, il faut segmenter dans des classes homogènes de risques, tu vois. Et là, on va utiliser des arbres de régression type 4 ou bien des algorithmes de clustering un peu avancés. En fait, là où je me perds un peu, c'est quel est le lien entre, du coup, les LGD? Parce que tu as parlé de 3 grandes familles de modèles. Tu as parlé de tout ce qui va être fonds propres, tout ce qui va être provisionnement et tout ce qui va être stress test. LGD et PD, ça rentre à quel niveau dans les 3? Ah, ok. Je pense que je vois un peu la question. PD, LGD, ça va être des notions. C'est des paramètres de risque. Ça va être des notions qu'on utilise dans tous ces, dans tous ces modèles-là. D'accord. Tu vois? La seule différence, c'est que
dans la partie baloise, une fois encore, pour la probabilité de défaut, ça va être à 12 mois. Dans la partie IFRS 9, la probabilité de défaut, on va l'observer sur toute la durée de vie du client ou de la créance qu'on observe. Okay. Tu vois, c'est ça la différence. Donc, c'est des notions partagées, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a quelques différences. Si on veut vraiment rentrer dans le détail du détail, il va y avoir quelques différences entre la manière dont on aborde IFRS 9 et puis la manière dont on aborde les modèles balois. Parce que la finalité, tu vois, la finalité n'est pas la même entre perte inattendue et perte attendue. Et donc, là, par exemple, en termes de LGD, donc de perte en cas de défaut, une différence entre les deux, c'est que typiquement, côté balois, la manière dont on va compter, la manière dont on va calculer la perte finale ne sera pas exactement la même que la manière dont on va compter la perte finale côté IFRS 9. Les définitions ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, les définitions dans le détail du détail ne vont pas être exactement les mêmes. Ça va différer sur la manière dont on va intégrer, par exemple, les coûts directs et les coûts indirects de recouvrement. Donc, tu vois, ça se joue sur des petites subtilités comme ça. Mais après, les notions PD, LGD, c'est des notions qu'on utilise. Voilà, c'est des notions qu'on utilise dans les deux référentiels. D'accord. Oui. Maintenant, question courte, c'est si les deux réglementations baloises en griffe et IFRS définissent toutes des notions de probabilité de défaut, LGD, etc. Laquelle on est tenu de respecter? Est-ce qu'en tant que banque, on peut choisir de respecter IFRS 9 ou on peut respecter BAL 3 ou on doit respecter les deux? Et à qui on rend compte en termes d'autorité pour les deux? Donc c'est les deux, mon capitaine. Donc c'est les deux parce que l'objectif, c'est pas le même, tu vois. BAL, ça va te permettre de calculer des notions de ratio de solvabilité et puis des ratios de liquidité. Donc, certains ratios qui sont bien définis par la réglementation, tu vois. Et ensuite, IFRS 9, effectivement, c'est normé parce c'est une norme comptable de base, tu vois. Ensuite, les analystes quantitatifs interviennent pour la partie dépréciation et donc vont faire leur modèle. Et in fine, ça va permettre de calculer les pertes attendues. Et donc, c'est IFRS 9, tu vois, c'est là-bas, par exemple, en deux dates, si ta probabilité de défaut augmente, une faible augmentation de la probabilité de défaut, par exemple, peut avoir des effets assez élevés en termes d'impact final sur le niveau de provision que la banque doit faire. Alors que côté BAL, la formule, je t'ai parlé aussi d'une formule finale parce que tu calcules PD, LGD, tout ça, mais après, il y a une formule fermée qui permet, in fine, de calculer le niveau de perte inattendue. Donc, dans cette formule-là, elle est moins sensible à une hausse de la PD ou de la LGD. Donc, les philosophies et le but recherché ne sont pas les mêmes. Et on est tenu de faire les deux. D'accord. Et on rend compte à l'autorité bancaire, donc la BCE via après différents organismes, mais la BCE via en France, ça va être la Banque de France et puis l'ACPR qui est un organisme qui est rattaché à la Banque de France qui fait des missions d'inspection pour aller sur site et voir elle aussi si les banques ont bien respecté tout ce que tout ce que la réglementation demande. Donc il y a des missions aussi du régulateur. D'audit, quoi. Voilà. Oui, on peut dire oui, d'audit ou de validation des modèles, surtout quand c'est un modèle, quand c'est un nouveau modèle ou c'est une refonte de modèle parce qu'on se rend compte que l'ancien modèle n'est pas très stable, n'est pas très conservateur, c'est-à-dire que le modèle dit qu'il y aura seulement
10% de gens qui vont faire défaut, mais in fine, on se rend compte que c'est 20% de personnes qui font défaut. Donc, on refond le modèle. Bon, donc, des petits trucs comme ça. D'accord. Donc, je disais quoi? Donc, l'autorité bancaire vient, quand il y a de nouveaux modèles qui sont estimés par les banques, il faut obtenir le cachet de l'autorité bancaire, de l'ACPR, donc de la BCE des en vrai. De la B. Non, enfin, tout ça c'est lié, c'est la BCE après, tu vois, qui donne. C'est la BCE mandat qui donne après mandat dans la zone euro à chaque banque centrale de gérer un certain nombre de choses, tu vois. Et après, il y a des missions d'inspection donc tu as des inspecteurs qui viennent. Ça peut être des équipes typiquement uniquement composées de Français, donc qui sont à l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, où tu peux avoir des fois, j'ai vu les deux, voilà, donc parfois tu peux avoir aussi un mix des deux, donc des gens qui viennent de Francfort et puis quelques personnes de France qui viennent et qui mènent une mission d'inspection auprès des banques pour valider le modèle avant que le modèle ne parte en production. Parce qu'il y a toutes les grosses banques en fait sont directement sous l'autorité de la BCE, toutes les grosses banques. Après, il y a les petites banques qui sont, elles, directement sous l'autorité des banques centrales des pays. OK. Voilà. Maintenant... Donc, on fait tout ça et on rencontre... La question, c'était, on rencontre à qui? On rencontre à la BCE. Mais ça peut être pas des mandats aux banques centrales. En fait, ce que je veux savoir, c'est que la BCE, comment la BCE peut... Oui, c'est vrai, tu as dit que ce n'est pas les mêmes, pas les mêmes buts. Non, c'est pas ça mon point. Oui. Mais comment elle peut contrôler... Pourquoi il y a deux vérités différentes? Pourquoi il n'y a pas un seul truc? Mais c'est vrai que tu as dit que c'est pour deux buts différents. C'est pour des buts différents. C'est des buts différents. Okay. Après, la philosophie de la définition va être la même, mais en fonction de ce qu'on recherche, il y aura juste quelques petites subtilités, quelques éléments qui ne vont pas rentrer en compte. Mais c'est juste ça. Ok, très clair. Donc, de ce que je comprends du coup, dans les modèles de fonds propres et de provisionnement, c'est plus les deux, c'est des formules fermées ou bien c'est vraiment des modèles au sens machine learning? Le machine learning intervient à quel niveau? Oui, je vois. Tu vois, par type de grand modèle, à quelle phase machine learning, machine learning, pour moi, c'est une notion aujourd'hui, on l'utilise à toutes les sauces, mais c'est toutes les méthodes statistiques, quoi. Voilà. Donc, disons en termes vraiment où j'utilise un modèle de type app de décision ou algorithme, je ne sais pas, régression. J'y viens, oui. Donc, là où tu définis, là où ça intervient, c'est dans l'estimation de tes paramètres, là, donc de la PD, de la LGD. D'accord. Et du CCF, qui est un autre paramètre, que beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais les principaux, ça va être PD et puis LGD. D'accord. Donc, PD, voilà, tu as une variable binaire, c'est défaut 0, 1, quoi, défaut ou non défaut. Oui. Et donc, après, tu as plein de variables explicatives, potentielles. Et donc, c'est là que tu mobilises tes méthodes de machine learning pour pouvoir prédire, modéliser ta variable cible, quoi. Donc, typiquement, ça va être des modèles de régression logistique qu'on utilise parce que c'est simple, facile à expliquer, et ça donne quand même de bons résultats. Après, là, depuis quelques années, on commence à les challenger avec des modèles, des modèles avancés de machine learning, type Random Forest ou bien ou EasyBoost. Donc, ces modèles-là, effectivement, en termes de performance, vont donner des performances plus élevées, mais après, il y a tout ce que tu sais déjà, il y a cette étiquette de boîte noire qui leur est collée. Et donc, pour l'instant, dans les modèles vraiment réglementaires, les modèles Balois, IFRS et tout ça, on n'utilise pas encore vraiment les modèles avancés. Donc,
type Random Forest, EasyBoost et tout ça. Mais on fait des modèles challenger pour voir un peu si on peut déduire certaines variables que les modèles classiques n'arrivent pas à intégrer dans... Dis-moi, si je peux fournir, est-ce que la réglementation dit exactement qu'il faut utiliser toujours une régression logistique? Non. Ou bien si je peux utiliser le modèle que je veux tant que je peux expliquer. Voilà. Okay. Tu peux utiliser le modèle que tu veux tant que tu peux expliquer. C'est ça. OK. La réglementation, oui, on dit que le métier d'analyste quantitative est assez encadré et tout, c'est vrai. Mais c'est juste des garde-fous, quoi. Des garde-fous sur certains sujets. Mais après, du moment où tu peux expliquer un modèle, tu le fais. OK. Mais voilà. OK. Donc, tu as dit, pour expliquer la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut, on utilise des modèles. Donc, je suppose que dans le premier cas, c'est une classification. Le deuxième cas, c'est une régression, c'est ça? Non, le premier cas, classification. En vrai, probabilité de défaut, c'est les modèles de régression logistique. Oui, et puis on associe. Après, on associe une probabilité de défaut. Ouais. Et puis après tout ça, le but in fine aussi, c'est de créer, une fois que tu as dans ta base 1 million de clients, tu as associé des probabilités de défaut à chaque client. Oui. Ensuite, tu crées des classes homogènes de risque. OK. Tu crées des classes homogènes de risque. Basse, moyenne. Voilà. Et ensuite, tu vas créer peut-être minimum 7 classes de risque, tu vois. Okay. De sorte qu'à l'intérieur de chaque classe, ça soit des individus homogènes et bien hétérogènes d'une classe à une autre. Okay. Et ensuite, à chaque classe, tu vas coller une probabilité finale de défaut. Donc, voilà, c'est un peu ça le but. Et c'est cette probabilité de défaut que tu as assignée à différentes classes-là, que tu vas ensuite utiliser, tu sais, dans la formule fermée dont je parle pour pouvoir calculer le niveau de fonds propres après. Donc, et la LGD? La LGD aussi, le reste... Enfin, la philosophie est pareille. On cherche à prédire une probabilité ou bien on cherche à prédire un nombre, la quantité en termes d'euros de perte? Non, là, on cherche à prédire le pourcentage de perte. Okay. C'est le pourcentage de perte sur les 5 000 euros qui restent à payer et que tu as commencé à dire que tu as des problèmes que tu ne peux pas payer, tu vois. Parce que bon, tu dis que tu ne peux pas payer. Bon, je peux prédire le montant et ensuite je fais le montant divisé par le montant prêté et du coup j'ai un pourcentage, tu vois. Excuse-moi, je n'ai pas suivi, tu dis. Pour prédire un pourcentage de perte, je peux prédire le montant qu'aura la perte que je divise par le montant que j'ai prêté au départ. Et du coup, ça me sort un pourcentage. Oui, mais... Comme je peux prédire aussi directement le pourcentage. Voilà, tu prédis le pourcentage et puis après, tu multiplies par l'exposition au moment du défaut après. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a été fait, tu vois, dans l'argumentation. Donc, c'est le pourcentage qu'on cherche à prédire. Donc, c'est vraiment entre 0 et 1. Donc, je sens que c'est une régression logistique encore. Non. Là, pour le coup, on ne va pas faire de régression logistique là. Mais on va se dire historiquement, sur tous ceux qui ont fait défaut et qui sont rentrés dans un et qui sont passés au contentieux. Donc, on a dû lancer un processus de recouvrement et puis on a récupéré. Donc, sur tous ces gens-là, voilà globalement combien on a pu observer. Donc, pour chaque personne individuellement. Et ensuite, on se dit, il y a aussi d'autres personnes qui sont rentrées dans le process de recouvrement, mais on n'est pas encore arrivé à la fin. On sait que généralement, il nous faut 2 ans, 3 ans. Là, on est juste à 1 an. Donc, tu vois, lui, on ne peut pas se dire qu'on a déjà finalement récupéré. Et donc, on se sert de ce qu'on a déjà observé et on projette avec les techniques, typiquement les techniques de chain leader dont j'ai parlé plus tôt. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on revient encore à la notion de classe homogène de risque, même pour la LGD. Tu vois, pareil, le but, c'est de pouvoir segmenter et donner un niveau de LGD à chacun. Donc, là, maintenant, on va faire intervenir des modèles de classification, tu vois, de classification
les modèles cartes typiquement, donc qui sont beaucoup utilisés parce que c'est voilà. Ouais, Et tout comme ça permet de segmenter. voilà, ça te permet de bien segmenter et tout. Ouais. Tu peux bien expliquer, voilà. Ouais. Et si voilà, en plus de ça, tu as de bonnes performances, voilà, c'est bingo. Donc tu segmentes, tu fais tes différentes classes homogènes de risque là. Bon, après je dis ça comme ça. Ça, c'est les grandes lignes, hein, mais après, quand on va rentrer dans le détail du détail, tu vois, il faut faire tel test, il faut faire des tests d'homogénéité, des tests d'hétérogénéité. Il faut bien, tu sais, la manière classique, tu vois, de faire ton modèle, échantillon d'apprentissage, échantillon test. Et en plus, là, on rajoute encore un échantillon qu'on appelle out of time. Donc, généralement, tu peux prendre de 2010 à 2020, tu estimes ton modèle, mais il faut encore prendre, en gros, la population d'applications. Donc, si on est en 2000, là, on est quoi? On est en 2024. Donc, bon, supposons, l'année n'est pas encore finie. Disons que il y a toutes les données, supposons, de 2023. Donc, une fois que tu as estimé ton modèle sur les données de 2010 jusqu'à 2022, supposons, tu gardes une année, tu vois, la dernière année là, de tout ton échantillon disponible, de tout ton historique disponible, sur lequel tu viens encore estimer les performances de ton modèle pour t'assurer que c'est stable en termes de les performances et aussi la stabilité dans le temps. La stabilité aussi, c'est très, très important. Et on a des niveaux qui sont déjà définis, où on sait que quand la variable explicative même est déjà très instable, parce qu'il y a peut-être un changement... Covid... tu vois, il y a un choc extérieur ou bien même un changement de la politique d'octroi de la banque qui fait que on a fait entrer un profil de client qui n'avait pas depuis 2010. Voilà, et tout ça, ça change. Donc, il y a toutes ces analyses-là. Donc, ça, c'est vraiment des petites analyses, vraiment. Et il y en a plein. Il y en a plein comme ça qu'on doit faire, tu vois, pendant la phase de développement du modèle, quoi. Savez-vous que trouver un travail devient de plus en plus difficile pour les juniors data ingénieurs et data analystes? Il y a toujours une demande croissante dans ces métiers, mais les entreprises préfèrent des profils beaucoup plus qualifiés que par le passé. Et si cette difficulté devenait pour vous une opportunité? Avec les bootcamps data engineer et data analyst dispensés par Datacorey, en tant qu'alternante, j'ai pu monter solidement en compétences et avoir la sérénité nécessaire pour décrocher mon premier contrat en CDI. Avec des cours 100% en ligne et des exercices concrets, j'ai pu maîtriser les compétences recherchées dans la data, du traitement des données au développement des pipelines. Alors, prêt à franchir ce pas comme moi? Cliquez pour prendre rendez-vous avec un conseiller et découvrir comment cette formation peut transformer votre carrière. D'accord. Mais du coup, on a très peu de temps pour finir et j'ai 4 questions. Oui, désolé. J'ai 4 questions, non t'inquiète. La première question, c'est à quelle fréquence on rafraîchit ces modèles? Ok. Oui, enfin, la question, c'est plutôt à quelle fréquence on s'assure que les modèles sont toujours performants, stables et conservateurs. Bon, pas conservatisme, moi j'entends le fait que tu estimes au mieux tes probabilités de défaut et tes pertes en cas de défaut. Tu vois, donc ton modèle ne dit pas que c'est 2% de défaut, alors qu'en réalité, on observe 10%. Tu vois, l'écart est trop. Voilà. Donc, ça, c'est le conservatisme. Il faut que tu estimes, que ton modèle estime une probabilité de défaut supérieure au défaut réel observé. Tu vois. Donc, tout ça, la réglementation, une fois encore, c'est la réglementation qui dit qu'il faut backtest. Voilà, tout ça, c'est des exercices de backtest, donc de test a posteriori. Donc, on fait des exercices de backtest au moins une fois par an. Tu vois, donc au moins une fois par an, tu testes tous tes modèles-là, tu vois, de régression logistique dont je vais te parler, de segmentation, tout ce que tu veux. Tu testes tous ces modèles-là pour t'assurer que les modèles sont toujours performants, tu as de bons AUC ou voilà, tes indicateurs de performance que tu as définis et que c'est toujours, que les classes de risque sont toujours homogènes et que tu es conservateur quoi, en termes de probabilité de défaut, que tu estimes toujours bien la proportion de personnes qui tombent en défaut et le pourcentage de pertes qu'on observe sur ces gens-là. Donc tout ça, tu le fais une fois par an et en fonction des résultats maintenant,
tu décides soit De refondre ton modèle. de refondre totalement le modèle ou pas. simplement d'apporter des ajustements. Si tu vois que tu peux apporter juste des ajustements ou encore... Et après avoir apporté ces ajustements, il faut encore un cachet de la Banque centrale. Non, ça dépend, tout dépend de l'impact. Tout dépend de l'impact global que ça aura sur tes fonds propres. Si il y a des seuils, quoi, tu vois, si ça dépasse un certain seuil, voilà, il faut quand même aller réavoir le cachet de la banque. Et oui, j'avais un dernier point. Ok, désolé. Oui, vas-y. Désolé. Vas-y. C'est très riche, hein, mais... Oui. Non, mais le dernier point, c'est tu peux aussi décider de dire je vais juste rajouter des marges de conservatisme. Donc, tu vois, pour rehausser un peu le niveau de conservatisme. Deuxième question. Supposons une banque qui n'a pas son département d'analyse quantitative risque très actif, par exemple en Afrique. D'accord ? Oui. Comment tu penses qu'elle trouve le niveau de fonds propres et le niveau approvisionné ? Déjà, tu n'as jamais défini, c'est quoi la différence entre le niveau de fonds propres et le niveau de provisionnement ? Tu n'as pas une phrase, c'est quoi la différence entre les deux ? Et comment est-ce qu'on peut calculer ça sans modèle statistique ? Oui, enfin, non, là, moi, voilà, provisionnement, en gros, voilà, c'est peut-être attendu ECL, donc globalement, hein, ça va être PD fois LGD fois EAD, donc l'exposure à défaut, l'exposition au moment du défaut. Tu vois, simplement. Ça, c'est les pertes attendues. Mais les pertes inattendues, là, c'est une formule que je peux pas dire là comme ça parce que voilà, il y a plusieurs facteurs. Voilà. Donc c'est une formule fermée, mais dans laquelle tu vas intégrer la PD, la LGD, tu vois, et après le niveau, l'exposition au moment du défaut là, et un quantile de la loi normale, tu vois. Tout ça, c'est voilà, dans la formule qui te permet de calculer ce niveau de perte inattendue là. Donc, il y aura un quantile mais la perte inattendue, ça rentre dans quoi ? Ça rentre dans probabilité ça rentre dans provisionnement ou fonds propres. Et c'est quoi ? En fait, ce que je demandais, c'était la différence entre provisionnement et fonds propres. Oui, en termes de formule, oui. Les fonds propres, c'est quoi en termes de définition pour le commun des mortels ? En termes de définition simple. Oui. Ok. En termes de définition simple, c'est de façon schématique, ça se retrouve dans la partie passif du bilan de la banque. Donc, c'est les capitaux propres, quoi, tu vois. Ouais. Comme tu as ton entreprise, tu as 1000 euros de fonds propres, tu vois. Donc, les fonds propres, c'est l'argent. Mais je pensais que de façon schématique, c'est l'argent que tu mets comme capital de ta banque, tu vois. Mais ça, c'est défini. Par exemple, on dit que pour avoir une banque dans la zone UEMOA, peut-être il faut avoir 10 milliards de francs CFA, de fonds propres. Oui, ça c'est pour qu'on te donne ton accréditation, pour que tu ouvres ta boîte et tout. Voilà. Oui. Mais après, ça, c'est juste le minimum du minimum du minimum. D'accord. Tu vois. Après, maintenant, on se dit... Tu dois calculer, c'est ça ? Il faut que tu aies encore un certain niveau de fonds propres pour faire face justement à tous les risques auxquels pour couvrir tous les risques auxquels tu fais face. Oui. Si jamais il y a une catastrophe, que tu sois en mesure... Ok, d'accord. Donc, c'est pas 10 milliards et c'est fini. En fait, c'est dynamique, quoi. Il faut pouvoir... Oui, en quelque sorte, c'est dynamique. Si d'une année à une autre, tu te rends compte que ton niveau de risque a augmenté, oui, tu sais, ce ratio dont j'ai parlé, 8% de tes risques pondérés, là, si tu as beaucoup de risques, 8% de beaucoup, tu vois, ça va voilà. Beaucoup, donc, c'est ça la différence. Oui. OK, donc et c'est quoi le provisionnement ? Oui. Ça, c'est plutôt des notions de comptabilité. Hein, toujours. Oui, en gros, ce que je veux comprendre, c'est les fonds propres, c'est de l'argent que j'ai de côté pour gérer mes risques, non ? Oui. Et normalement, ça doit être la même chose que le provisionnement. Et après, c'est comment dire, les fonds propres, il y a différents niveaux aussi de fonds propres. Il y a des fonds... Donc, tes fonds propres, on peut dire que ça doit être 10 milliards. Et après, tu composes ça avec des
une partie assez liquide, une partie un peu moins liquide, Ok. tu vois. Ça aussi, la réglementation définit le niveau minimum en termes d'actifs liquides que tu dois avoir pour Ouais. constituer ces fonds propres-là, Ok. tu vois. Ok. Et ensuite, voilà, après les provisions, ça recouvre des notions comptables, voilà, perte attendue, pareil pour... Ce que je veux savoir, oui. c'est est-ce que en plus des fonds propres, tu dois encore mettre de l'argent de côté pour les provisionnements ou Oui. C'est deux notions, c'est deux notions différentes. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Donc, comment est-ce que du coup les banques africaines arrivent à avoir à fonctionner Oui. sans département statistique dans leur risque de crédit et du coup à pouvoir calculer les fonds propres et faire du provisionnement? Bon. Est-ce que je peux juste me Oui, dire il me faut mettre 25% de mon capital en provisionnement et 25%, tu vois? Oui, les banques africaines, africaines, une fois encore, c'est que 4 pays, voilà, Ouais. assez divers et tout. Vous revenez encore sur la zone UEMOA. Moi, j'ai jamais encore travaillé directement au sein d'une banque zone UEMOA, donc de l'Afrique de l'Ouest. Mais des échos que j'ai, tu vois, c'est que ils fonctionnent beaucoup. Je ne veux pas dire à 10 d'experts, mais voilà, il y a des gens qui sont là, qui ont déjà de l'expérience, tu vois, qui savent que sur telle typologie de clients, il faut qu'on mette un minimum de tant pour cent de provisions ou de fonds propres. Mais Et après, en vrai, je ne sais même pas si ils n'ont pas de vrais départements de risque avec des statisticiens. Ils ont des départements de risque, ça ils en ont, parce que voilà, la réglementation l'exige, et même la BCEAO, donc qui est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a adopté aussi BAL 3, tu vois. Maintenant, après, est-ce que c'est vraiment appliqué dans le détail du détail par nos banques? Je ne sais pas. je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que voilà. Pour répondre à la question, je pense qu'on va inviter sur ce même podcast-là un expert dans la direction des risques en zone UEMOA. En zone UEMOA, oui. Je pense que ça soit beaucoup intéressant. Parce que je pense que ça sera plus intéressant. Mon soupçon de réponse, c'est que non, que c'est justement des avis d'experts. C'est pareil, mais je suis pas sûr à 100%. Tu vois, je suis pas sûr à 100%, mais les échos que j'ai, c'est un peu ça. D'accord. Et est-ce que tu rencontres, c'est quoi les difficultés de IFRS et de BAL pour l'application c'est quoi les difficultés d'intégration dans la modélisation? Donc, dernière question. Ok, dernière question. Les difficultés. Genre, est-ce que en fait, tu rencontres certains défis pratiques en fait pour aligner les résultats des modèles avec les exigences réglementaires, quoi? Je dirais la réponse simple, c'est enfin, tu ne sais pas d'aligner les résultats avec avec les atouts de ton modèle, mais c'est plutôt, comme j'ai dit, les inputs que tu essayes au mieux de respecter ce que la réglementation demande en termes d'input, et ensuite tu mets ça dans tes modèles et tu vois ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Est-ce que, par exemple, tu te retrouves à, je ne sais pas, avoir une exigence en fond propre trop grande, un montant approvisionné qui est trop grand, ou est-ce que... Non. Est-ce que ça peut ne pas... Est-ce qu'il y a des défis particuliers pour que le business survive, tu vois? Non. Après, on parlait de... Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Bon, là, on n'a pas le temps, mais BAL, en fait, donne la possibilité à chaque banque de faire ses propres modèles, tu vois. Donc, tu prends toi-même tes propres données, tu fais tes modèles. Donc, c'est ça, on appelle ça les modèles internes. Mais BAL toujours dit, si tu ne peux pas faire ça,
ou si nous, on juge que ton modèle, là, tu vois, quand on vient faire notre inspection, on juge que c'est pas bon du tout, nous, on va te... Il y a aussi une méthode standard, on va dire, une méthode standard que nous, on te propose, enfin, qu'on t'oblige, c'est pas qu'on te propose, que tu vas utiliser, tu vois. Et généralement, la méthode standard est beaucoup plus pénalisante pour les banques que la méthode avancée interne où la banque elle-même va chercher ses données, faire ses modèles, tu vois. Donc, voilà, pour revenir à la question, il n'y a pas vraiment de difficulté, en tout cas, tu vois, à obtenir des résultats et tout, mais la difficulté, ça va être respecter toutes les exigences en termes d'input du modèle après. Ok, super. Oui. Et dernière question. Oui. Après, là, on conclut. C'est, est-ce que tu as des challenges au niveau des données pour la modélisation? Est-ce qu'il y a des challenges particuliers par rapport aux données? Oui. C'est le nerf de la guerre. Bon. Les challenges, c'est la data quality. Hein. Là, sur mon dernier poste, là, actuellement, c'est ce qui me prend le plus de temps d'ailleurs. C'est la data quality. Voilà, tout ce qui va être données aberrantes, données manquantes. Voilà, données manquantes. Ou même des fois, tu as une source qui te paraît assez fiable, mais tu observes quand même de fortes variations dans ton modèle, enfin, dans tes données. Il faut aller checker après, te rendre compte que, mais en telle année, en vrai, on avait remarqué ça, on avait remonté, mais ça n'a pas été intégré dans les données finales que tu as. J'ai déjà rencontré des cas comme ça. Donc, le gros problème sur les données, c'est la data quality. Et puis, après, il y a les techniques pour essayer de mitiger tout ça. Ok, bah, super. Je te remercie d'être passé sur le podcast. On aura Merci absolument, à toi. En tout cas, il faut qu'on ait une partie 2 parce qu'on n'a pas je pense aussi. La moitié de nos questions. Je pense aussi. Surtout qu'il y a aussi quelques éléments que j'ai sciemment mis de côté, mais avec plaisir. Ok, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous pour nous rendre visibles. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur le LinkedIn de notre cher ami Teiko qui nous a fait l'honneur en fait, d'intervenir sur ce podcast. Si c'est encore la première fois que vous me suivez, je suis Béranger Guédou de Data Corey et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Ciao.